Bienvenue à la tournée de fin d'été de Charles Dowding. Je veux vous montrer tout ce qu'on peut encore semer, planter, les résultats récents et comment tout continue à pousser avec un peu d'arrosage. Nous avons eu un bel été ici. Donc d'une certaine manière, il a été difficile de continuer à semer et planter, mais voici des semis récents que j'ai réalisés pour vous donner une idée de ce que vous pouvez encore semer. Par exemple, des épinards issus même de graines récupérées à la maison, ce qui les rend un peu plus irréguliers. Avec les graines récupérées à la maison, certaines germent plus vite, mais toutes poussent. C'est la variété Medania, ici de la Roquette. Vous pouvez encore en semer. Donc si vous voulez semer des épinards, faites-le dès que possible. Pour la Roquette, vous avez jusqu'au 25 août pour obtenir une bonne récolte cet automne. Ceci est une moutarde rouge et de l'endive. Vous pouvez encore semer de l'endive pour des salades cet automne. Ceci est un semis plus tardif d'épinards. Donc, nous avons plein de choses en cours ici, des choses à mettre en terre au fur et à mesure que d'autres plantations se terminent. Et même pour des plantations comme le fenouil, il est un peu trop tard pour semer du fenouil maintenant. Fenouil de Florence pour bulbe d'automne. Si vous ratez le coche cet été, gardez cela en tête pour l'été prochain, car cela rend le jardin intéressant et plein toute la saison. Et tout cela, c'est sans labour. C'est l'un des grands avantages du non-labour. Le sol est toujours prêt. Vous terminez une plantation et, comme vous le verrez en faisant le tour du jardin, on ajoute simplement d'autres jeunes plants. Avoir des jeunes plants plutôt que des graines fait gagner du temps, car ils ont souvent 2 à 4 semaines, ça. Et vous pouvez voir comment j'ai vraiment misé sur les tournesols cette année. Je veux juste garder le jardin aussi beau que possible. Elle est jolie, je l'ai peu cultivée. Son nom est Célossie. Mais on peut en trouver assez facilement, c'est une annuelle et j'ai vu une vidéo amusante sur Instagram où Ryan l'a plongée dans l'eau pour faire de l'eau colorée. Il fait toujours des choses folles. C'est Baker's Creek Seeds. Ce sont des graines récoltées à la maison et nous avons arrosé et en fait, vous avez des options. J'aurais dû en montrer une ici. Vous avez des options avec les haricots d'Espagne, que vous les laissiez faire ceci ou que vous les récoltiez en gousses vertes. Mais si vous voulez les graines elles-mêmes, qui sont magnifiques comme vous pouvez le voir, il faut simplement ne plus cueillir les gousses. Donc si vous voulez cela, ne cueillez plus les gousses. Et voilà ce qu'ils deviennent. Donc c'est à ce moment-là que je les cueille. Oh, je n'avais pas réalisé qu'il y en avait autant ici un peu cachés. Eh bien oui, regardez celui-ci. En fait, je vois qu'il faudra qu'on fasse ça plus tard, passer et chercher cela, parce qu'en fait, lors d'un été plus normal avec du temps humide, comme c'est plus fréquent, ce sont souvent ceux-là qui commencent à pourrir un peu. Mais cette année, ils sont parfaits, parce qu'il a fait tellement sec. Et quand on les ouvre, on voit ces magnifiques graines sèches qui n'ont pas l'air énormes. Et il y en a 7 dans celle-là. C'est vraiment une belle récolte pour une seule gousse, ce qui reflète encore une fois la météo, je suppose. Quand tu les fais tremper toute la nuit, elles sont assez sèches pour être conservées dans un bocal pendant l'hiver. Tu les fais tremper toute la nuit quand tu veux les manger, puis tu les fais cuire pendant 1 heure le matin et elles sont délicieuses, comme des haricots beurre tendre, même si ce ne sont pas des haricots de Lima, ce sont des fagioli, c'est un vrai haricot d'Espagne, mais c'est la variété appelée sar. Tu peux voir leurs fleurs blanches et leurs graines blanches, et là-bas, il y a des bolotis, il y a d'autres tipis. Je trouve que les cultiver en tipi est mieux contre le vent, car le vent peut passer à travers, et on va cueillir les blottis, les haricots d'Espagne. Je trouve qu'il vaut mieux les cueillir par étapes, à partir de maintenant. Et les bolotis, on les laisse simplement, et on cueille tout à la fin, vers la fin septembre. Je suis assez optimiste cette année pour une bonne récolte. Ces carottes ont poussé lentement. La sécheresse a rendu la germination difficile. Utiliser des plants repiqués facilite l'arrosage ciblé. En s'approchant de l'extrémité, on remarque que les carottes rapetissent. Et c'est à cause de cet arbre, ce cerisier sauvage, qui, même s'il ne produit pas de fruits pour nous, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est en fait le seul grand arbre au milieu de Homécres, mais il illustre bien pourquoi il ne faut pas avoir trop de grands arbres près de vos plantations de légumes.
Et vous pouvez voir l'effet ici aussi, où eh bien, juste cette extrémité de tous ces plates-bandes est plus petite à cause de la proximité de l'arbre. C'est pourquoi j'ai arrosé un peu plus ce matin, juste pour donner un peu plus d'eau à cette extrémité. Donc là, c'est de la chicorée pour radicchio, pour la récolte d'automne à droite. Et en fait, ce sont des poireaux. Eux, c'est plutôt pour une récolte de printemps l'année prochaine. C'est une variété nommée Bandit. Je ne vais peut-être pas les couvrir contre la mouche mineuse et tolérer quelques dégâts. Si je le fais, il faudra sûrement que ce soit rapidement. Et ensuite, ils ont suivi, la roquette sauvage a suivi les pommes de terre, une belle succession à exploiter. Ici, les carottes ont été semées en interculture, alors que nous les avons semées entre des laitues encore en production. Et à cette extrémité, la laitue a fini un peu plus tôt que celle d'avant, et j'aurais dû les retirer plus tôt. Et cela était dû au fait d'avoir laissé la laitue un peu trop longtemps. Mais ces carottes, en fait, vous savez, on dirait que je les ai semées hier, mais je pense qu'elles se portent bien. En tenant compte de l'arbre, ce matin, j'ai un peu arrosé celle-ci. Et donc, vous savez, même les carottes, qui ne sont pas connues pour avoir besoin de beaucoup d'eau, si les conditions sont vraiment sèches, ça dépend, surtout de la quantité de pluie. Nous en avons eu très peu. C'est une plante qui nécessite beaucoup d'eau. L'endive d'automne formera une grosse pomme si on la laisse pousser. Je ne vais peut-être pas la laisser aussi longtemps, donc ce sera pour ajouter au mélange de salade au fur et à mesure qu'on en a besoin. Eh bien, ici, dans la serre tunnel, il s'est passé quelque chose d'intéressant, ce n'était pas prévu. Le melon a poussé dans ce coin, un semis issu d'une graine qui vient peut-être de mon compost, je ne sais pas. Et je suis intrigué parce que je ne sais pas de quelle variété il s'agit ni rien, mais ensuite, tout à coup, on voit, waouh, ce gars-là en particulier grossit chaque jour. Avec des melons au sol, méthode tout à fait faisable, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a. J'ai commencé à pincer les nouvelles pousses. Si vous cultivez des melons, il faut éviter de nouvelles tiges et conserver feuilles et fruits existants. Mais vous pouvez voir qu'en les cultivant au sol, ils sont un peu envahissants pour les autres plantes, comme les poivrons ici, qui arrivent enfin à dépasser le melon. Mais parfois, c'est juste pour s'amuser un peu, voir comment les plantes peuvent coexister et suivre le mouvement avec ce qui apparaît. Il y a ici une très belle association de plantes qui est un poireau entre les céleri raves. Et en fait, on a déjà commencé à récolter ces poireaux. C'est Jolan, donc c'est une variété précoce et ils sont en multimote. Alors on utilise un couteau ou une truelle pour couper ou arracher les plus gros. Et ils auront disparu dans environ 5 semaines, puis le céleri rave pourra continuer à pousser. Donc l'espacement est assez large pour le céleri rave. Le céleri rave m'a surpris par sa croissance, surtout avec la sécheresse. Et quand je dis sec, pour vous donner une idée, ce mois d'août, pendant la première moitié du mois, on a eu 5 mm de pluie, c'est un cinquième de pouce. En juillet, on a eu 40 mm durant la première moitié. Et donc, on a eu quelques petites averses qui ont juste aidé à maintenir les choses en vie. Et ici, c'était une magnifique récolte d'oignons. Ils verront en fait à la fin de cette vidéo que les beaux bulbes sont maintenant en train d'être stockés. Et donc, quand ils partent, cela vous offre aussi une opportunité fantastique de replanter. Comme je cultive pour vendre beaucoup de salades, tout ce parterre est désormais rempli de laitue semée le 20 juillet et transplantée il y a 5 jours comme jeune plant de 18 jours. Je plante les jeunes plants alors qu'ils sont encore petits et ça marche. Je trouve que même en conditions sèches, ils reprennent vraiment bien. Et c'est un légume qui tolère incroyablement bien les conditions sèches. Nous avons arrosé cette plate-bande 2 fois, peut-être 3, mais vraiment pas du tout de façon régulière, pas comme on le fait pour la laitue. Vous voyez leurs racines robustes. La bête est liée à la betterave, également résistante en conditions sèches. Quant aux plantes vivaces, vous n'avez pas à vous en soucier par temps sec, donc nous avons pu récolter de belles asperges ici jusqu'au jour le plus long. Ensuite, vous arrêtez et voici à quoi ressemblaient les asperges en été, une véritable haie de feuillage. Elles sont tutorées pour éviter qu'elles ne se couchent sous le vent. Je pense faire comme l'an dernier. Il nous faut un peu de temps humide, car arroser tout ça à la main prendrait trop de temps.
En faire des trous, en y mettre des graines de fèves. J'en ai beaucoup de la récolte de cet été, elles sont très belles. On peut obtenir une forte croissance de plants de fèves comme engrais verts, ensuite détruits par le gel. Je pense que les semis de septembre sont trop précoces pour l'hiver car leur longue tige est abîmée par le gel. Donc elle tombe et la matière organique s'incorpore au sol. C'est un apport gratuit. La rhubarbe, je pensais qu'elle ne pousserait pas aussi bien que ça, car là encore, il n'y a pas d'eau et les feuilles sont bien plus saines que l'année dernière. Elles n'ont pas aimé la pluie continue de l'an dernier. Le contraste entre la météo de ces 2 étés est frappant. L'été dernier, en juillet, j'ai semé de la rhubarbe à partir de graines, ce que vous pouvez aussi faire. Et je les ai un peu ignorées, puis je les ai regardées il y a un mois et je me suis dit qu'elles avaient l'air un peu sèches. Donc on avait le tuyau ici pour arroser les planches de chicorée et je leur ai donné un peu d'eau parce qu'ici c'était des fèves. Donc avec une culture précédente comme les fèves, les gros pois, ils retirent beaucoup d'humidité du sol. Et alors, c'est pas mal de travail dans des conditions sèches pour humidifier suffisamment le sol afin de faire votre deuxième semis. J'arrose simplement avec un tuyau équipé d'un dispositif magnétique qui, selon moi, améliore et structure l'eau, le tout fait manuellement. Il n'y a pas de véritable système d'irrigation ici. Et à mon avis, je peux voir que ces chicorées ont l'air plus sèches près des arbres. Derrière nous, des arbres de haies, érables et aubépines, assez grands, bordent l'endroit. Une ligne à 45 degrés depuis le sommet arrive dans cette plate-bande, donc certaines racines d'arbres s'y trouvent. Ça me convient. Les fèves allaient très bien. Il suffit de donner un peu plus d'eau à ces chicorées. Et ici, nous avons une autre belle association de cultures, la bête avec le haricot vert. Donc nous avons planté ces haricots verts en jeunes plants en même temps que nous faisions des trous pour semer des graines de bête en 2 rangées entre eux. L'idée, c'est que les haricots finiront avant que les bêtes aient besoin de place. Nous avons d'ailleurs déjà récolté la bête dès que ses feuilles atteignent cette taille. Cela absorbe beaucoup d'humidité. Si vous récoltez des plantes comme celle-ci régulièrement, cela les maintient évidemment plus petites et cela signifie que leur besoin en eau est moindre. Vous obtenez une récolte à manger. C'est ma première fois avec ces plantes, donc c'est expérimental, on verra le résultat. Quand les haricots verts auront fini, vers septembre, coupez-les à la base et laissez les racines. L'enfant poussera vigoureusement, même avec 2 rangées. Ces grandes plantes peuvent survivre à l'hiver et produire au printemps. On pourrait aussi mettre un voile dessus. De même pour le chou kale, je ne sais pas s'il survivra à l'hiver, mais c'était une plantation assez tardive en juillet et je viens de le récolter pour la première fois. Donc il s'agit d'enlever les feuilles extérieures, comme pour la bête et beaucoup d'autres plantes. Vous regardez la tige et enlevez les plus grandes feuilles du bas. Vous ne cueillez jamais celles du haut, car le haut, ce sont les nouvelles feuilles qui alimentent la croissance. Ainsi, elles continuent de pousser. Oui, nous avons des courges. Ce sont des courges d'hiver et certains d'entre vous connaissent peut-être celle-ci. Elle s'appelle Marina di Chioggia. La Chioggia en Italie cultive d'excellents légumes et réalise de nombreux croisements. Sa célèbre betterave Chioggia se distingue par ses beaux anneaux. Et il n'y en aura pas beaucoup parce qu'elles sont vraiment grosses, mais elles ont une saveur superbe et elles arrivent en tête de beaucoup de tests de goût, donc j'aime les cultiver. Et il y en a une ici que je n'ai jamais cultivée. Waouh, elles ont vraiment l'air impressionnantes. J'espère qu'elles ont aussi bon goût que leur nom le suggère. Je suis presque sûr que c'est Sugar Candy et c'est la première fois que je les cultive. Vous pouvez voir qu'il y en a quelques-unes là, avec des uchikikuri, des courges oignons et quelques autres. Quelques butternuts, pas si évidentes. Il est impossible que ce soit ce type de butternut. D'ici à ce qu'on fasse une autre visite, j'en saurai plus à ce sujet parce que cette année est passée tellement vite et je n'ai pas vraiment trouvé le temps de faire mes recherches comme j'aimerais le faire normalement.
Ceci est un dégât causé par les altises. Je sais que beaucoup d'entre vous en souffrent cette année. On peut même le voir à travers le filet. Donc ces radis, ce décone ou radis mouli, ils ont été plantés il y a 9 jours. Ce sont de jeunes plants, ce qui explique en partie le problème. Ils avaient en fait 9 jours. Avec du recul, j'aurais attendu 3 ou 4 jours de plus. Donc ils sont très fragiles à ce stade. Et c'est là que les altis les apprécient. Si je peux juste, ceci, je pense que ça irait. En grandissant et en devenant plus fort, ils s'en débarrassent d'un peu. Très vite, la nouvelle pousse n'est plus touchée par les altises. Si vos plantes résistent aux altises, gardez-les. Elles devraient s'en sortir. Ceci est un autre exemple, car nous les avons plantés ce matin. Et ceci, c'est du chou rave. Âgé d'environ 20 jours, il devrait être récolté à l'automne, espérons-le. Donc, ils n'ont pas été en terre assez longtemps pour être attaqués par la puce du chou, j'espère. N'ayant plus de filet fin, j'essaie le thermocrope par curiosité. Est-ce que ça va marcher? Je suis un peu inquiet parce que le thermocrope a en fait cette ligne au milieu où les trous dans le filet sont clairement assez grands pour que les puces du chou puissent en entrer, mais on verra. J'ai juste le pressentiment que ça pourrait marcher en fait, et on peut arroser à travers ça. Arroser à travers un filet est sans doute plus facile. On va juste replier ça et arroser un peu tous les 3 jours, ou quelque chose comme ça si le temps reste beau et chaud, ce que je pense qu'il fera. Ce matin, c'est un peu étrange, agréablement nuageux. C'est une belle culture d'endives frisées, principalement pour cueillir les feuilles extérieures à mettre dans les salades pendant l'automne, après les oignons. Et ici, une chicorée, une plantation plus tardive qui a suivi les pois mange-tout. Donc encore un gros travail d'arrosage pour les garder humides. Et vous pouvez voir plus de courges ici, y compris mes préférées, qui sont les Crown Prince. Comment savez-vous quand elles sont prêtes? Comme pour les pastèques, vous pouvez faire ça. Elles ont clairement une peau dure, mais je dirais que c'est en partie parce que les feuilles sont encore assez vertes et la tige est le principal élément à observer. Donc cette tige-là commence à brunir un peu, mais il y a encore beaucoup de vert. Pas besoin de se presser. Ça deviendra plus juteux, plus sucré, plus dense et plus mûr encore pendant probablement un mois de plus. D'habitude, on les récolte vers la mi-septembre. Ouais, donc moi, je voulais te montrer la différence entre les laitues comme la petite laitue que nous avons cueillie pour les feuilles qui fonctionnent très bien, mais la rouge, c'est la Red Velvet. Elles montent en graines très rapidement et donc elles doivent être arrachées bien avant les autres laitues. Donc ce que je fais, c'est que je les arrache comme ça. Et puis tu vois, on a déjà planté une chicorée là, qui est en quelque sorte une culture de succession pour garder le sol occupé. Plus haut, on peut regarder sous... oui, c'est bien, Nicolas fait du bon travail avec la caméra. C'est de la laitue Batavia Saragosse, aussi Maravilla di Verona. Elles sont vraiment bonnes et elles continuent simplement à produire. Elles montent moins vite en graines. Donc, elles continueront à être récoltées pendant que les chicorées poussent pour former des têtes. Ici, nous avons eu un problème avec la chicorée. J'ai eu un peu de ces plantes sur quelques planches. On dit que des chenilles dans le sol les mangent. Je ne peux pas vous en montrer car elles sont très difficiles à trouver. Ce sont de petites chenilles brunes qui mangent racines et feuilles, faisant disparaître les plantes. Donc si cela vous arrive, ça pourrait être ça. Ce ne sont pas toujours les limaces. C'est plutôt une larve du sol. Nous avons donc remplacé les plantes concernées. Et ce dernier parterre ici a un nouveau plante. Ces choux ont été plantés ce matin. Vous voyez ainsi la taille des plants utilisés. C'est Golden Acre. Et le filet restera en place pendant au moins 6 semaines. Cela éloignera la plupart des altises. Il y a pas mal de remontées sur les côtés. Je trouve que ça aide vraiment, plutôt que d'avoir une pièce un peu trop étroite. Ça éloignera les chenilles, évidemment les papillons aussi. Et
Si vous vous demandez pour les autres brassicacées non couvertes, c'est parce que j'utilise du Bacillus thuringiensis tous les 18 à 20 jours. Et ici, nous avons une belle récolte. Je suis vraiment content de celle-ci. Maintenant, ce sont des oignons semés en touffe. Et c'est comme que je ne pense pas les avoir déjà vus aussi gros. Ils ont vraiment profité du soleil cette année. Ceci est la rose de Roscoff de Home Safe Seed. Et la raison pour laquelle elle s'appelle rose de Roscoff, c'est que vous pouvez en obtenir de magnifiques colorés comme celle-ci. Et c'est un peu aléatoire de savoir si elles deviennent vraiment roses ou non. Et j'ai gardé un voile de protection sur celle-ci pendant 2 mois et demi après la transplantation à cause du ravageur mineur de la feuille d'allium qui est arrivé ici assez récemment, ces 2 dernières années. Et donc, tous les alliums sont devenus un peu plus compliqués qu'avant. Ceci, c'est la longue rouge de Florence, ou Tropea longa, qu'on appelle un oignon, mais c'est en quelque sorte plus proche d'une échalote en fait. Vous pouvez voir pourquoi on l'appelle ainsi vraiment la forme, et ils se divisent un peu, donc il y a comme une séparation là-dedans, je sens comme une échalote. Il y en a 2 ou 3 à l'intérieur. Et puis là, il a été fantastique. Et ceux-ci sont simplement suspendus à un fil. On les enfile depuis le haut sur le fil. Et ceux-ci bénéficieront d'être rentrés dans la maison avant qu'ils ne deviennent trop humides, probablement vers la fin octobre, mais pour l'instant, ils sont bien ici au sec. Et puis, il y a juste quelques beaux oignons rouges, c'est Red Baran, que je trouve plus difficile à cultiver. Ils ne poussent jamais aussi gros et ont plus tendance à monter en graines, mais quand ils sont réussis, ils en valent vraiment la peine. Un peu plus sucré peut-être que le rose. Alors j'espère que vous avez apprécié la visite et n'oubliez pas la journée portes ouvertes. Donc la journée portes ouvertes ici, c'est le 6 septembre cette année et c'est un samedi pour changer. Normalement c'est un dimanche. Quelqu'un m'a demandé récemment pour la journée portes ouvertes 2026 que je crois qu'ils veulent venir d'un pays lointain. Donc on restera sur le premier week-end de septembre. Mais oui, le 6 septembre, vous pouvez acheter des billets. On vend des billets pour récolter de l'argent pour des associations caritatives. Ce n'est pas pour faire un gros bénéfice, mais c'est l'occasion de donner un peu d'argent à 2 très bonnes associations locales. Vous les trouverez sur mon site web. On ne sert pas de nourriture ici, mais il y a de la nourriture au pub du village. Mon frère sera là avec un peu de son cidre et de son jus de pomme, et on fera un peu la fête.